Pour cette troisième Disastory, je vais vous raconter non pas une histoire, non pas deux histoires, mais 3 histoires d'effondrement de terrain qui font vraiment froid dans le dos. Ces histoires ont l'air à peine croyables et pourtant, la science peut toutes les expliquer. En revanche, je vous préviens, après cette vidéo, il est possible que vous ne vous sentiez plus en sécurité nulle part, pas même dans votre lit. Alors avant de démarrer, qu'est-ce qu'on appelle un effondrement de terrain? Si les glissements de terrain, affaissements, éboulements et effondrements sont tous des instabilités de terrain, il ne faut pas les confondre. Ici, ce qui va nous intéresser, ce sont uniquement les effondrements, c'est-à-dire la rupture brutale d'une portion du sol et sa chute au sein d'un gouffre plus ou moins profond. En ce qui concerne les autres termes, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans d'autres Disastory. D'ailleurs, j'en profite juste pour vous dire que si les éruptions volcaniques, les tsunamis, les tornades ou encore les inondations vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Allez, sans plus attendre, on démarre avec la première histoire. On commence cet épisode en douceur avec une histoire qui se déroule en Australie, plus précisément dans la péninsule d'Insky Point, un endroit réputé pour ses plages de sable fin où viennent régulièrement camper les touristes. Nous sommes le samedi 26 septembre 2015, il est 22h30. Le camping Beagle est l'un des nombreux campings qui bordent les plages de la péninsule. Alors que la plupart des campeurs s'apprêtent à aller se coucher, certains constatent que le camp semble s'enfoncer. En effet, à quelques mètres des terrains dans lesquels les touristes ont planté leurs tentes, la plage s'effondre littéralement dans la mer. Petit à petit, l'enfoncement gagne le camp. Un terrible bruit sourd finit d'effrayer les campeurs du Beagle, qui sont alors forcés de fuir. Ils se réfugient dans un camp de fortune à Rainbow Beach, la ville la plus proche. Fort heureusement, cet incident ne fera aucune victime. Lorsque les 300 vacanciers reviennent sur les lieux le lendemain, ils assistent à un horrible spectacle. Le camp a disparu dans la mer, embarquant avec lui une dizaine d'arbres, ainsi que quelques véhicules. Un périmètre de sécurité de 200 mètres est établi autour du camping afin d'éviter un accident, le sol n'étant encore pas tout à fait stable. Un survol en hélicoptère permet de prendre conscience de l'ampleur du phénomène. On y voit un gigantesque trou bleu de 5 mètres de profondeur qui s'étend sur une zone de 200 mètres de large. À la demande du Queensland Parks and Wildlife Service, le service de gestion des parcs et des forêts du Queensland, on décide de dépêcher sur place un expert géotechnique. Celui-ci a pour mission de comprendre les mécanismes qui entraînent l'instabilité de la zone d'Insky Point. Les visites qui ont suivi ont donné lieu à l'écriture d'un rapport que j'ai eu la chance de lire. Dans celui-ci sont rapportées les conséquences de l'effondrement. On y apprend notamment que dans les 2 jours qui ont suivi, l'effondrement ne s'est poursuivi que sur 2 ou 3 mètres, et que par endroits, la pente s'est réduite considérablement pour former une nouvelle plage. Mais on y apprend aussi que cet effondrement est loin d'être le premier. Le document rapporte ainsi que 14 événements du même type se sont déjà produits par le passé dans les environs. Et si cet effondrement n'est pas le premier, on sait aujourd'hui qu'il n'était pas non plus le dernier. Car si l'histoire des effondrements d'Insky Point aurait pu s'arrêter là, l'histoire se répète 3 ans plus tard, quasiment jour pour jour. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2018, un énorme morceau de plage disparaît à nouveau à quelques mètres à peine de là où avait lieu l'effondrement de 2015. Cette fois, c'est 300 mètres de terrain qui se sont effondrés, n'occasionnant aucun dégât. Alors, quelle est la cause de cet effondrement? Si on observe la situation géographique d'Insky Point, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un véritable bordel. Insky Point est situé au sud de l'île Fraser, une île séparée de la côte du Queensland par un bras de mer, la mer qui fait donc des allées et venues autour de l'île. En plus de ça, ce bras de mer est également un estuaire, puisque la rivière Mary, à l'ouest, s'y déverse. Des sédiments en quantité importante sont donc transportés de la rivière à la mer, créant des pentes importantes en sortie de chenal. Les courants locaux érodent les pentes sablonneuses qui s'accumulent dans le chenal. Et lorsque l'angle de la pente est trop important, la gravité fait son œuvre. Le sable chute et vous connaissez la suite. Cette fois, on quitte l'Australie pour la Floride, aux États-Unis. On remonte également le temps puisque cette fois-ci, nous voilà en 2013, la nuit du 12 août.
Après la chaleur du camping, nous voilà désormais dans l'ambiance feutrée d'un hôtel, le Summer Bay Resort Hotel. Celui-ci est situé à quelques minutes seulement de Disney World, c'est pourquoi il est toujours très fréquenté. Cette nuit-là, les touristes qui y séjournaient commencent à prendre peur. Des bruits fracassants se font entendre et des fenêtres se brisent. Loin de penser que l'hôtel est hanté, les vacanciers alertent le personnel de l'hôtel qui décide de l'évacuation. Un couple est même obligé de fuir par la fenêtre avec son bébé car le cadre de porte était à peine praticable. Et heureusement qu'ils ont évacué, car une demi-heure à peine après être sortis de l'hôtel, ils assistent impuissants à l'effondrement de celui-ci. Durant les heures qui suivent, l'hôtel s'enfonce encore un peu plus dans un gouffre de 5 mètres de profondeur pour 30 mètres de large. À une demi-heure près, les clients de l'hôtel se retrouvaient donc coincés sous 3 étages de poutres en bois après une chute de quelques mètres. Cette chance, un habitant de la ville de Tampa, à 50 km de l'hôtel, ne l'a malheureusement pas eu. 6 mois plus tôt, un homme de 37 ans, Jeff Bush, était tranquillement chez lui quand celui-ci a chuté dans un trou béant de 6 mètres. Imaginez un peu, ce trou est apparu brusquement dans la chambre de ce dernier, provoquant un bruit terrible. Jeff a tout juste eu le temps de crier à l'aide avant de disparaître. Son frère Jeremy, qui est arrivé sur les lieux au moment de l'effondrement, a tout tenté pour le rechercher dans le trou, allant même jusqu'à risquer sa propre vie. Mais malheureusement, rien n'y a fait, le corps de Jeff n'a jamais été retrouvé et il est aujourd'hui encore présumé mort. Les trous de ce genre sont courants en Floride, ils sont appelés les sinkholes ou gouffres en français. Ils sont liés à la nature géologique de la région, la Floride étant un milieu karstique, c'est-à-dire un sol fortement influencé par l'érosion hydrochimique, l'érosion causée notamment par la pluie. En effet, le sol de la région est en grande partie situé sur une strate de calcaire, une roche sédimentaire dont l'une des particularités est qu'elle est sensible à l'acidité de l'eau. Par-dessus cette couche de calcaire se trouve une couche d'argile végétale. Lorsque les eaux de pluie sont absorbées par l'argile, elles érodent les strates de calcaire en s'engouffrant dans la moindre petite fissure. Avec le temps, de véritables puits se sont formés. Mais l'argile en surface peut suffire à maintenir la cohésion du sol. Les personnes situées au-dessus ont donc une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque le sol peut céder à tout moment, à partir du moment où la couche d'argile, trop fragilisée, n'arrive plus à supporter le poids des bâtiments. Les sinkholes qui parsèment la Floride sont extrêmement coûteux, puisqu'on estime qu'entre 2006 et 2010, les réclamations liées aux dommages causés par ces trous ont coûté environ 1,4 milliard de dollars aux compagnies d'assurance. D'ailleurs, les propriétaires de maisons doivent débourser en moyenne entre 2000 et 4000 dollars par an pour être assurés contre ce fléau. Des statistiques qui montrent bien à quel point ces trous sont courants et problématiques. Mais si les gouffres de Floride sont très inquiétants, peu ont provoqué la mort. Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'effondrement dont on va parler tout de suite. Autre endroit, autre échelle. Guatemala City, 30 mai 2010. Un trou gigantesque apparaît soudainement au nord de la ville, dans la zone 2. Celui-ci fait 18 mètres de large pour une profondeur égale à la taille d'un immeuble de 30 étages. Une usine de 3 étages chute à l'intérieur du trou, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Je cherche encore les 15 morts cités sur Wikipédia et dans mon livre qui, visiblement, ne vérifie pas toujours ses sources. Mais cet abîme monstrueux, apparu brusquement, n'est pas sans rappeler aux habitants le cauchemar qu'ils ont vécu 3 ans plus tôt. 23 février 2007, Edouard Ramirez, un habitant de l'un des quartiers pauvres du nord-est de Guatemala City, entend des grondements sourds depuis près d'1 mois. Plus inquiétant encore, des petites secousses se font ressentir, ce qui interpelle aussi ses voisins. Il faut savoir que Guatemala City est une ville située dans une zone très volcanique. D'ailleurs, la ville a été créée sur les éjectats des précédentes éruptions. Les petites secousses évoquent alors des trémors, c'est-à-dire de petits tremblements de terre causés par la remontée du magma dans les chambres magmatiques. En réalité, il n'en est rien. Les habitants du quartier n'étaient pas préparés à ce qui allait se passer. Ce 23 février, à 50 mètres de chez Edouard Ramirez, s'ouvre un véritable gouffre circulaire de 100 mètres de profondeur.
Ce trou, situé à l'intersection de 2 rues, avale une douzaine de maisons et surtout 3 personnes, un père et ses 2 enfants. Dans la rue, c'est la panique totale. La police doit établir au plus vite un périmètre de sécurité. 1000 personnes doivent être évacuées de toute urgence par crainte d'un nouvel effondrement. Le lendemain du drame, les secours finissent par retrouver le corps de Domingo Soyos, le père de famille. Le corps de ses enfants, Irma et David, ont été repêchés flottant dans les eaux usées. Pour une fois, ce gouffre ne serait pas vraiment d'origine naturelle. D'ailleurs, les géologues sont plutôt frileux à vouloir appeler ce trou un gouffre, du fait que l'homme n'est pas totalement étranger à sa formation. En effet, il aurait été causé par une fuite d'eau usée érodant le sous-sol. Comme je le disais avant, la ville est construite sur les dépôts de cendres et de coulées pyroclastiques des anciennes éruptions volcaniques. Ces dépôts, comme les couches de calcaire de l'histoire précédente, se trouvent érodés par les eaux sales, ce qui cause la formation de grottes souterraines. Lorsque la couche superficielle qui maintient les bâtiments devient trop fragile, elle finit par céder, selon le même mécanisme que les sinkholes. Ce trou est finalement rebouché plus tard pour un coût de 2,7 millions de dollars, et je vous laisse imaginer la quantité de ciment nécessaire pour boucher un gouffre pareil. D'autres trous, dont celui de 2010, font leur apparition les années qui suivent. On peut notamment citer celui de 2011, apparu dans la chambre d'une grand-mère qui gardait son petit-fils. Heureusement, les 2 s'en sont sortis indemnes. À ma connaissance, aucun d'entre eux ne fera autant de victimes qu'en 2007. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu parce qu'elle m'a demandé pas mal de travail. En tout cas, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos et j'ai plein d'autres histoires en stock, donc si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me proposer des suggestions de catastrophes que vous connaissez et que vous aimeriez voir, et peut-être que j'en ferai une vidéo. Sinon, vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez, et abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Ça m'aide beaucoup pour faire connaître ma chaîne. J'essaie de sortir une vidéo en moyenne toutes les 2 semaines, donc restez connectés. Allez, portez-vous bien et surtout, restez vigilants. Ciao.